Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour parler de Jacob Rothschild qui a pris la parole lors d'une interview qu'il a donnée à la télévision anglaise et il a lâché une petite phrase qui, j'en suis sûr, va vous faire plaisir. Mais juste avant de l'écouter et de plonger aussi dans les secrets de cette famille, comment cette famille a pu s'éterniser dans le temps et avoir une influence aussi grande et aussi malsaine. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le pouce de la vidéo. Vous savez, tout ça c'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne et je compte sur vous. Jacob Rothschild a tout simplement déclaré que le Covid était une distraction. Alors certains vont prendre ça pour du mépris, mais je pense que lui, il n'est même pas au courant que nous existons. Je pense que pour ces gens-là, nous sommes une plèbe tellement lointaine qu'ils n'ont pas conscience que nous avons nos vies et que cette période-là fut néfaste, difficile. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont des effets secondaires, il y a des gens qui ont perdu leur travail, leur maison. Ce fut une véritable catastrophe, sans parler bien sûr de tous les effets secondaires, mais d'un point de vue psychologique que ça a amené dans les différentes populations dans le monde. Mais pour le coup, je vais parler uniquement de la France. Mais j'avais envie de m'intéresser du coup, suite à cette déclaration, au secret de cette famille. Parce que mine de rien, il n'y a que deux familles qui ont su s'imposer dans le temps. Il y a eux, il y a les Rockefeller. Mais on va rester sur la famille Rothschild parce que eux, ils ont fait quelque chose de particulier par rapport aux Rockefeller. C'est qu'ils se marient et ne vivent qu'entre eux. Et je vais vous montrer un document qui va vous apprendre plus sur cette famille et comment ont-ils fait justement pour posséder un tel pouvoir. La famille Rothschild a maîtrisé les systèmes, finances, secrets et contrôle. Mais un système est resté entièrement privé, leur lignée. Ce n'est ni du folklore ni une théorie du complot. C'est un schéma documenté, enfoui dans des testaments, des registres de mariage et des archives scellées. Que se passe-t-il lorsqu'une dynastie considère l'hérédité comme un actif? Et que se passe-t-il lorsque la biologie résiste au contrôle? Cette histoire commence là où l'argent s'arrête. Lignée par conception. Sous Vienne se trouve une archive interdite au public. Connue simplement sous le nom d'archives Rothschild, elles contiennent des registres commerciaux et immobiliers. Mais certains chercheurs pensent qu'elles renferment également des documents médicaux que la famille a gardés secrets. La question est, pourquoi ? Dans ces archives pourraient se trouver des preuves de la manière dont les Rothschild ont géré non seulement leur argent, mais aussi leur héritage biologique. Du début des années 1800 jusqu'au tournant du siècle, la famille a tenu des registres médicaux et généalogiques avec la même précision qu'elle appliquait à la finance. Les historiens qualifient cette approche de modèle d'héritage en boucle fermée. Entre 1824 et 1877, plus de 70% des mariages Rothschild ont eu lieu entre parents, principalement entre cousins germains. Ce n'était pas une tradition culturelle, c'était un effort calculé pour garder la richesse, l'influence et la lignée génétique consolidée. Certains mariages concernaient des doubles cousins germains, équivalents génétiquement à des demi-frères et demi-sœurs. La stratégie venait directement du testament de Mayer Amschel Rothschild en 1812. Il établissait des directives strictes. Les affaires resteraient dans la lignée masculine, les héritiers devaient se marier au sein de la famille, le secret était essentiel et toute désobéissance entraînerait l'exil permanent. Si cette approche préservait la richesse à travers les générations, elle freinait également l'expansion de l'arbre généalogique. Les noms se répétaient. Les mariages reliant des cousins partageant les deux ensembles de grands-parents. Cette constance, d'un point de vue biologique, formait un circuit fermé d'héritage. Les médecins de l'époque, écrivant avec un langage prudent, évoquaient un tempérament instable, une constitution fragile et une mélancolie héréditaire. Ces expressions suggéraient des inquiétudes sur les conséquences des lignées fermées. Mais la famille considérait ces mariages comme des garanties. Un patriarche résumait simplement « L'amour est instable, le sang ne l'est pas ». Vers le milieu du 19e siècle, le système avait atteint son objectif financier. Pourtant, avec chaque génération, le coût génétique devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un schéma caché. Ce qui rendait l'approche Rothschild unique n'était pas seulement la stratégie, mais le contrôle des documents, la maladie. L'instabilité ou tout signe de vulnérabilité était traité par le silence, l'éloignement ou la suppression. Dans le registre d'une clinique parisienne du 19e siècle, des chercheurs ont trouvé des entrées répétées avec des notations vagues. Des termes comme troubles auditifs, vision récurrente et confidentialité primordiale apparaissaient sans noms associés.
Les paiements étaient indiqués comme des honoraires, pas comme des traitements. Les chambres étaient louées pour le repos, non pour la convalescence. Ce n'était pas de la médecine classique, c'était une administration sans documentation. Les médecins travaillant avec la famille signaient souvent des accords de silence. Un médecin écrivit plus tard anonymement que soigner un Rothschild signifiait s'occuper de quelqu'un que la ville ne devait pas voir. Des chercheurs à Paris, Londres et Vienne commencèrent à remarquer ces schémas. Malgré les différences géographiques, l'écriture et la terminologie étaient identiques. Ce n'étaient pas des cas isolés, mais un système coordonné conçu pour éviter toute création de dossiers médicaux. Les Rothschild ne traitaient pas les affections héréditaires, ils les effaçaient de l'histoire. Contrairement à d'autres familles nobles dont les archives montrent clairement des problèmes héréditaires, les Rothschild semblaient presque intouchés. Mais cette apparence était due au contrôle, pas à l'immunité. La stratégie a fonctionné pendant des décennies, mais dans ce silence, la vie d'un membre de la famille allait révéler les coups cachés. L'héritage de Liberty. Elizabeth Charlotte Rothschild, née en 1909, plus tard connue sous le nom de Liberty Rothschild, était la fille de Charles Rothschild et de Rosika Edle von Wertheimstein. Son enfance fut entourée de réalisations scientifiques, de statuts culturels et d'influences générationnelles. Sa sœur aînée, Myriam Rothschild, devint l'une des naturalistes les plus respectées de Grande-Bretagne. Liberty suivit une voie artistique, obtenant une bourse pour le Conservatoire de Paris. Son avenir semblait prometteur, mais sa vie d'adulte prit un autre tournant. Liberty fut diagnostiquée schizophrène, une condition qui façonna sa vie discrètement mais profondément. Contrairement à de nombreuses figures publiques de sa famille, Liberty vécut dans la confidentialité, soutenue financièrement et émotionnellement par ses proches. Sa condition n'était pas perçue comme un scandale, mais elle n'était pas discutée ouvertement non plus. La maladie de Liberty défiait le système même que les Rothschild avaient construit. Pendant des générations, la famille avait maintenu des politiques génétiques strictes visant à préserver la richesse et contrôler la lignée. Mais la biologie ne suivait pas les plans d'héritage. Son diagnostic démontra que même dans les systèmes les plus calculés, les résultats ne pouvaient pas être entièrement maîtrisés. En 1962, Myriam Rothschild réagit d'une manière que personne dans la famille n'avait adoptée auparavant. Elle fonda le Schizophrenia Research Fund, visant à faire progresser le traitement et la compréhension de la maladie qui touchait sa sœur. Ce n'était pas un geste public, c'était personnel. C'était aussi une rupture discrète avec la tradition. Pour une famille qui avait gardé le silence pendant plus d'un siècle, associer leur nom à la recherche psychiatrique était sans précédent. La science scellée. L'intérêt de Myriam Rothschild pour la génétique dépassait le cadre académique. Tout au long de sa carrière, elle se concentra sur l'hérédité, la transmission des traits et l'héritage biologique. Ses travaux en parasitologie et en sciences naturelles revenaient systématiquement à la question de la transmission des caractères à travers les générations. Interrogée sur les raisons qui l'avaient poussée à financer la recherche sur les maladies mentales, elle donna une réponse simple. Ces affections touchent les familles et le silence ne fait que renforcer leur impact. La fondation de Myriam soutenait des études explorant les causes génétiques de la schizophrénie, bien avant que la génétique psychiatrique ne devienne courante. Mais même avec l'engagement de Myriam, l'accès à l'histoire médicale de la famille Rothschild restait limité. Leurs archives à Londres, Paris, Vienne et Francfort continuent de restreindre l'accès aux documents liés à la santé et aux affaires familiales. Les registres montrent parfois des membres de la famille apparaissant brièvement puis disparaissant de la documentation. Certaines lettres mentionnent des individus qui n'apparaissent jamais dans les arbres officiels. Les historiens appellent cela la préservation sélective. Il ne s'agit pas nécessairement de destruction de documents, mais de contrôle. Dans un contexte plus large, d'autres familles aristocratiques envoyaient les membres atteints de troubles mentaux dans des établissements privés. Les Rothschild disposaient de la richesse nécessaire pour garantir une confidentialité absolue. L'analyse scientifique des mariages consanguins montre des risques génétiques constants. Le cas le plus étudié est celui des Habsbourg, dont les mariages répétés ont entraîné des problèmes génétiques évidents, y compris la célèbre mâchoire des Habsbourg. Les Rothschild ont suivi des schémas similaires sans que les conséquences ne soient aussi visibles. Cette contradiction a un nom,
Le paradoxe Rothschild. La docteure Lisa Bernard du King's College de Londres suggère qu'une explication pourrait être l'élimination génétique. Dans les populations fermées, les gènes récessifs les plus létaux sont souvent éliminés avec le temps. Mais les gènes moins sévères, notamment ceux liés à la santé mentale, peuvent persister. Ces traits ne réduisent pas nécessairement les capacités cognitives. En réalité, certaines combinaisons génétiques associées à la schizophrénie sont également corrélées à la créativité et à une intelligence élevée. Cela ne signifie pas que l'un cause l'autre, mais ils peuvent coexister dans certains profils génétiques. Les Rothschild ont produit des générations d'individus brillants et accomplis. Mais parallèlement, des cas comme celui de Liberty révèlent un côté caché de l'héritage. Sans accès à l'ADN de la famille ou à ses dossiers médicaux, les chercheurs ne peuvent que spéculer. Ce qui est certain, c'est que l'endogamie prolongée, comme celle pratiquée par les Rothschild, entraîne des conséquences, que ces conséquences soient visibles ou non. Pendant plus de 2 siècles, les Rothschild ont documenté tout, sauf le coût réel de leur héritage biologique. Liberty l'a vécu. Myriam a tenté de le mettre en lumière, mais les archives scellées détiennent encore des questions sans réponse. Quoi qu'on pense bien sûr de cette famille, et j'imagine tout comme moi que vous en pensez que du mal, ils ont réussi à mettre un système au fil du temps qui leur maintient une hégémonie et qui leur évite de perdre cet empire. Forcément, avec tous les enfants qui vont se marier à droite et à gauche, la fibre et leur intelligence pouvaient se diluer au fil du temps. Eux, ils ont pris l'option de se marier entre eux. En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est un signe d'intelligence ou de folie ? Moi, personnellement, ça me fait peur. En fait, ce type de réaction et de volonté me fait peur. Qu'est-ce qui peut pousser une famille à faire, en fait, un tel choix, hormis le pouvoir et le contrôle total? Normalement, c'est le rôle de l'État de détruire ces familles-là. Ces familles-là sont trop riches et trop puissantes pour leur bien et pour notre bien. Et vous voyez l'importance de l'État. N'oubliez jamais, l'État, c'est celui qui doit défendre celui qui n'a rien. Il faut que les États mettre fin à ces familles. Ce n'est pas normal que ces familles soient si riches. Ce n'est pas normal que ces familles ont autant d'influence. Ce n'est pas normal que ces familles, finalement, dictent toute notre politique et toutes nos vies depuis des siècles. On doit détruire ces familles. L'État doit retrouver sa souveraineté et l'État doit être guidé par une seule chose, diriger son peuple pour le bien commun. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.